Bonjour chers téléspectateurs de Leral TV et bienvenue à votre émission Réponse politique. Réponse politique qui a aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir M. Thierno Bocoum. Thierno Bocoum qui, rappelons-le, est député à l'Assemblée nationale sénégalaise, mais il porte aussi la casquette de chargé de communication du parti d'Idrissa Seck, pour ne pas nommer Rewmi. Bonjour M. Bocoum. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. J'espère tout autant pour vous. Absolument. Alhamdulillah. Quand on interroge certains journalistes, vous êtes réputé être dans le politiquement correct, toujours, mais aussi avec une profondeur d'analyse. Vous êtes d'accord avec ces éloges? C'est une appréciation. Il y a d'autres appréciations qui peut-être vont emprunter le chemin contraire. Mais on essaie quand même d'être nous-mêmes. Voilà. Absolument. Dans le vif du sujet, parlons du dénouement de la crise gambienne avec l'exil de Yaya Jammeh en Guinée équatoriale. Alhamdulillah, il n'y a pas eu de confrontation militaire, mais grâce à Alpha Condé, le président mauritanien, il n'y a pas eu d'armes à feu, tout est bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette crise? Oui, je commencerai là où vous avez commencé, tout simplement en me félicitant de l'issue heureuse de la crise gambienne. Il faut le savoir et nous le savons tous, que ce qui se passe en Gambie a une influence directe sur le Sénégal. Il y a une issue heureuse doublement, parce qu'il y a une issue heureuse dans le sens que nous avons maintenu la paix, nous avons la paix en Gambie, nous avons la paix au Sénégal. Il y a une issue heureuse parce que le président de la République qui a été battu au suffrage universel est parti et a laissé la place au président qui a été élu, à savoir le président Barrow. Donc nous pensons que c'est une situation qui agrée tout le monde. Bon, maintenant, de là à dire que ça vient des présidents Condé et Abdelaziz, je pense que chacun a joué son rôle. On ne peut pas savoir qui a été déterminant, mais il faut dire qu'il y a eu deux forces qui ont pu se positionner, la force militaire à travers la CEDEAO et la force diplomatique. Mais n'oublions pas que la force diplomatique a été enclenchée par la CEDEAO et clôturée par la CEDEAO, qui a eu le soutien des présidents Condé et Abdelaziz. Il faut également dire que la force militaire, la pression militaire a joué dans ce conflit. Vous dites suffrage universel, donc vous contestez à Yaya Jammeh son droit de recours à la Cour suprême. Vous ne pensez pas que par rapport à la légalité constitutionnelle, il avait le droit quand même d'aller vers la Cour suprême? Oui, je ne peux pas entrer en détail dans ce débat-là, mais ce que je peux dire très clairement, c'est que le président Jammeh a eu un double langage. Il a lui-même félicité le président Barrow. En tant que président de la République, après les résultats, quand on prend la peine de féliciter, ça veut dire qu'on s'est assuré de sa défaite. Si après, pour moult questions non encore élucidées, il parvient à dire « bon, je regrette » ou « c'était pas moi » ou « je fais autre chose », ça c'est un double langage. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter tout simplement, c'est qu'enfin il a décidé de partir et nous espérons que le président Barrow fera le travail qu'il faut parce qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la population gambienne. Absolument. Il y a certains analystes qui ont loué un certain leadership du président Macky Sall dans ce dossier-là, mais avoir le fait que c'est le président Alpha Condé et le président mauritanien qui sont allés en Gambie et ont fait décanter la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que le leadership africain dans cette crise-là, c'est la dualité Alpha Condé-Mohamed Ben Abdelaziz? Moi, je pense que ça, c'est un peu l'accessoire. Hein. Le principal, c'est qu'on ait eu une issue heureuse. Maintenant, qui va prendre la victoire de son côté, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit à ce jeu-là. Le plus important, c'est que chacun a joué sa partition. Le président Macky Sall, dans le cadre de la CEDEAO, Alpha Condé et Abdelaziz, dans le cadre peut-être de leur amitié, de leur relation, de leur complicité avec le président Jammeh. L'issue heureuse, c'est qu'on est arrivé à une situation de paix et on a rétabli la démocratie dans ce pays. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est accessoire, mais quand même, en politique, on revendique toujours un certain leadership. On parle de Mandela, on parle dans le non, mais vous savez, il y a toujours des personnalités qui oui, sont, mais dans le cadre de la CEDEAO, on ne peut pas attribuer le leadership au président Macky Sall puisqu'il n'est pas le président de la CEDEAO.
Et les décisions qui ont été prises dans cette affaire ont été des décisions de la CEDEAO soutenues par l'ONU. Et les forces qui ont été présentes ont été une force diversifiée, parce qu'il y a eu le Sénégal et d'autres pays. Oui. C'est comme si Macky Sall a été un faucon, mais les colombes dans cette affaire-là, c'était Alpha Condé et Mohamed Ben Abdelaziz. On n'a pas vu Macky Sall faire quand même certaines sorties pour que Lucie soit pacifique ou bien qu'il se déplace en Gambie. Ce sont les deux autres présidents. Oui, je ne dirais pas ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une démarche diplomatique d'abord de la part de la CEDEAO. Et il y a eu des discussions avec le président Jammeh. Il n'a rien voulu entendre. C'est après qu'il y a eu la présence militaire et tout ce qui s'est passé. Après, bien entendu, avec les discussions avec Condé et Abdelaziz, ça a été plus facile, parce qu'à côté aussi, devant la porte, il y avait les forces armées qui étaient présentes et prêtes à intervenir. Je pense que c'est ce cocktail-là qu'il faut prendre en compte. Ne pas seulement tirer la couverture du côté de Condé ou du côté de Macky Sall ou du côté de la CEDEAO. Je pense qu'il faut, beaucoup d'aspects ont concouru à ces situations, à ce dénouement heureux. Il faut s'en féliciter. Après, bon, vous refusez le terme de leadership, mais après, il y a eu l'élection d'Alpha Condé à la présidence de l'Union africaine. Il y a aussi la défaite d'Abdoulaye Bathily à la présidence de la commission de l'UA. Vous ne considérez pas ça comme des défaites diplomatiques assez fortes? Oui, c'est des défaites diplomatiques, c'est clair. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'explication qu'on a voulu nous apporter derrière. Parce qu'il faut le dire, dans une diplomatie, je pense que le Sénégal devait plutôt être dans une diplomatie active au lieu d'être dans une diplomatie passive. Ce que j'appelle diplomatie passive, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement a voulu récolter ce qu'il n'a pas semé. Je pense que les relations avec les voisins, ce sont des relations qu'on doit entretenir. Et ne pas, le fait de dire qu'ils n'ont pas voté pour nous, c'est un constat. Ce qu'on attendait de la diplomatie, c'est d'anticiper sur le résultat, d'aller vers ces pays-là, de discuter avec ces présidents-là et de s'assurer d'un lien fraternel fort qui puisse leur permettre de se solidariser. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à se solidariser. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le même cercle, dans le même milieu, qu'on est obligé de soutenir l'autre. Non, les pays sont souverains. Et il faudra comprendre que les pays, compte tenu de leur souveraineté, roulent plutôt pour leurs intérêts. Si le Sénégal n'apparaît pas comme un pays qui peut permettre à ces pays-là de croire qu'ils sont en train de soutenir leurs intérêts, bien entendu, la décision peut être autre. C'est pourquoi nous pensons qu'il fallait anticiper sur cela et que avant que même que le président de la République ne soit à la rencontre, qu'il soit assuré qu'il y a un soutien total de ces pays-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est une défaite de la diplomatie, il faut le dire très clairement. Maintenant, il faut revoir nos relations avec nos voisins. C'est extrêmement important. Si le Tchad parvient à avoir la voix du Mali, de la Mauritanie, etc., ben, ça pose problème. Effectivement, ben, il faudra en tirer toutes les leçons. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce vote anti-sénégalais? C'est l'arrogance de la diplomatie sénégalaise ou bien c'est juste des problèmes géostratégiques par rapport à la Mauritanie, le Tchad? On voit ici, il y avait le problème Hissène Habré, le retour du Maroc dans l'Union africaine. Est-ce que c'est pas aussi géostratégique plutôt qu'une arrogance de notre ça peut être le cas. Mais moi, je ne dirais pas un vote entre Sénégalais. Je dirais plutôt un vote pro-tchadien. Je préfère mettre l'accent sur le fait qu'on a choisi un candidat tchadien qui présente un profil intéressant pour les autres. Bon, on n'a pas peut-être choisi le candidat sénégalais. Maintenant, Abdoulaye Bathily himself, il dit que même la presse internationale avait dit que c'est la candidature sénégalaise qui était la meilleure. L'appréciation de la candidature dans ce cas, si ou en tout cas, il ressort de ceux qui doivent voter, pas de la presse internationale ou de l'opinion. C'est ceux qui votent. Et ceux qui ont voté ont choisi quelqu'un d'autre. Je pense que quand même, il faut qu'on ait tous l'humilité de considérer que les autres peuvent être bons dans leur domaine et que ce n'est pas à nous seulement d'être les meilleurs partout. Maintenant, c'est un choix des pays, un choix souverain. Bien entendu, notre politique diplomatique
à jouer sur ça. Je donne l'exemple, par exemple, du Mali. Ce qui est clair, c'est que tout le monde attendait le Sénégal dès les premières heures au Mali pour tout simplement être présent aux côtés du peuple malien, ce qui n'a pas été le cas. Le Tchad a embarqué ses militaires dans beaucoup de fronts. Il y a énormément d'aspects géopolitiques qui ont certainement joué, mais je ne suis pas là pour faire une analyse de tout ça. Je considère que les services diplomatiques de notre pays sont assez outillés pour en tirer les leçons et faire en sorte qu'une telle chose ne puisse plus se reproduire. Parce que si, après une simple défaite, on se met à expliquer derrière, à donner toutes les explications possibles, ça veut dire que quelque part, ça a été une déception, que quelque part, ça a été même une surprise. Alors que la diplomatie, on doit éviter d'être dans des surprises, il faut faire le travail de fond, un travail en coulisses, et je pense que ça a manqué, et malheureusement, on est arrivé à ces situations-là. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire, et je pense qu'il faudra revoir cet aspect-là, qui est extrêmement important, parce que les relations avec le voisinage, c'est extrêmement important dans ce monde actuel. Donc, absolument. On va clore ce débat de la diplomatie continentale. Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question à savoir, actuellement, sur le plan des paradigmes idéologiques, sociopolitiques, où en est votre parti Réumi? Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Est-ce qu'il y a eu un lifting ou bien c'est toujours le parti original actuellement, les enjeux et les perspectives du parti de société? Mais vous le savez tous, Réumi est un parti libéral qui s'inscrit dans la logique de vérité, de responsabilité et de liberté. Nous avons comme nom Réumi, ça veut dire le pays en Macky Sall avait récusé dans le temps. Oui, il avait tort et il a rectifié. Donc ça veut dire tout simplement que nous mettons en avant les intérêts des populations. Nous mettons en avant les intérêts de notre pays. Donc nous ne sommes pas dans des calculs politiciens. Nous nous inscrivons totalement dans les préoccupations des populations. Nous nous arrimons à ces préoccupations-là. Donc Réumi, effectivement, est un parti de l'opposition qui est ancré au Sénégal, qui est représenté dans toutes les localités au Sénégal et dans la diaspora, qui participe aux élections et qui a pour ambition de tenir les rênes du pays et de rendre les Sénégalais, de faire en sorte que la vie des Sénégalais soit meilleure. Absolument. Donc il n'y a pas de proximité idéologique avec Macky Sall. Vous parlez de parti libéral. Oui, il y a une proximité idéologique, bien entendu. Bon, sauf que le libéralisme du président Macky Sall n'est pas toujours assumé. On entend certains de son parti dire qu'ils ne sont pas des libéraux, etc. C'est presque un cocktail. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a eu à dire qu'il était dans un parti libéral, que son parti était un parti libéral. Les deux partis viennent des flancs du PDS, qui est un parti libéral, disons même le premier parti libéral en Afrique de l'Ouest. Donc, effectivement, nous avons des accointances idéologiques, mais nous sommes complètement opposés dans la manière de gérer le pays. Et c'est ça qui fait que nous nous retrouvons au niveau de l'opposition. Voilà, pour dénoncer effectivement ce qui se passe. Absolument, pour un peu blaguer. Vous connaissez la chanson de Stromae, Papa Outé, des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Certains disent que bon, on a envie de chanter cette même chanson pour Idrissa Seck. C'est un papa ou bien le papa idéologique qui n'est pas toujours là par rapport à dans quelle séquence politique il est. On ne le voit presque jamais. Il est là, mais c'est le politicien le plus absent. Est-ce qu'on est dans le même pays? Ouais, si. Non, je pense que c'est l'homme politique. C'est l'absent le plus présent. Mais tant mieux alors. Quand on parle de l'absent le plus présent, ça veut dire qu'il a une capacité d'anticipation telle qu'à chaque fois qu'on évoque une question, on se remémore déjà de ce qu'il avait dit sur cette question. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas présent physiquement, mais il est l'absent le plus présent. Non, je pense que sa présence physique a été intense à tout point de vue à une période de son parcours politique. Il a été, nous n'oublions pas, le directeur de campagne du président Wade. Tout le monde sait qu'il a beaucoup joué pour que le Wade soit président de la République. Dès la création de Réumi, quand il a quitté le PDS, dans la création de Réumi, il a été partout au Sénégal. Il va vers les populations à chaque fois que besoin se fait sentir. Il contribue dans les débats à travers des contributions. Il ne fait pas des rares leaders qui font des contributions dans la presse pour donner son point de vue sur telle ou telle question, ou même faire des propositions au gouvernement.
il est présent et il a créé un certain leadership éclaté dans son parti qui fait que beaucoup de responsables du parti sont également présents sur toutes les questions. Donc je pense que Rewmi est très très présent sur l'échiquier politique et son président est également présent. Absolument, même si sa présence physique fait défaut. Au vu de la... Sa présence physique ne fait pas défaut. Ne fait pas défaut. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des Sénégalais, c'est s'arrimer aux préoccupations des populations, ce qu'il fait tous les jours. Donc c'est ça le plus important. Absolument. Vous parlez tout de suite de son leadership. Par rapport à sa précocité intellectuelle et aussi les fonctions qu'Idrissa Seck a occupées ici dans ce pays-là, lui reproche, certaines populations lui reprochent le fait qu'il ait fait des va-et-vient à la maison Wade qui ont quand même un peu plombé sa crédibilité au niveau de l'opinion. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est un frein pour son accession à la magistrature? Non, il n'y a jamais eu de va-et-vient. C'est une démarche politique cohérente. N'oublions pas à cette période qu'Idrissa Seck se réclamait toujours du PDS. Donc qu'un responsable du PDS puisse parler au président de la République qui est en même temps le secrétaire général du PDS, je ne vois pas de problème en cela. C'était une logique politique qui s'était inscrite dans le temps. C'était à l'époque. Bon, mais depuis lors, nous sommes dans Rewmi, nous sommes sur notre chemin et tout le monde sait que Rewmi est connu dans l'opposition, ancré dans l'opposition. Rewmi a une vision très claire du Sénégal. Rewmi est présent partout et je pense que le président Idrissa Seck, vous le savez vous-même, est une personne extrêmement cohérente. C'était de la logique politique, mais est-ce que vous ne sentez pas, du point de vue de l'opinion, quand les personnalités sénégalaises par rapport à Idrissa Seck, on le présente comme quelqu'un de versatile? Vous ne sentez pas... Versatile à quel niveau? Le fait qu'il était avec Wade, il était parti, mais le fait qu'il soit retourné, on nous dit que si ce n'était pas son retour vers Wade, aujourd'hui il devait être le 4e président du Sénégal. Oui, vous savez, ça c'est une appréciation externe que tout un chacun peut avoir. Mais moi je vous parle des faits. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est dans un parti politique, qui se réclame du PDS, qui se réclame de la famille libérale, de rencontrer un membre quelconque ou tout simplement le secrétaire général du PDS. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, qu'on puisse apprécier ce geste de diverses manières, c'est compréhensible, c'est normal. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'apprécier l'action politique d'un leader politique ou d'une personnalité politique. Je pense que c'est ça qui est... c'est un fait qu'on constate, c'est tout. Donc au-delà du fait, vous ne pensez pas que dans votre communication politique, que cela nécessite d'essayer de remédier à cette idéologie populaire que les gens ont d'Idrissa Seck? Oui, je pense qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de nous expliquer sur ces questions-là, nous le faisons. Mais bon, vous savez, on ne peut pas aussi accepter d'être contraint à nous expliquer tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, Idrissa Seck, à tout point de vue, n'a vraiment plus rien à démontrer. Du point de vue de la compétence, on a vu quand il était Premier ministre ce qu'il a eu à faire, du point de vue de la probité morale, intellectuelle, du point de vue de son courage, de son sens élevé du patriotisme. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, de plus en plus, les Sénégalais sont conscients de cet état de fait. Ce qui reste maintenant, c'est de lui faire confiance et de lui permettre de servir son pays. Dans le landerneau politique, on sait qu'Idrissa Seck fait partie des personnalités les plus intelligentes. Mais récemment, on a vu Mamadou Sy Tounkara quand même jeter une pierre dans le jardin d'Idrissa Seck par rapport à des trucs de diplôme. Comme si, entre guillemets, c'était un mensonge par rapport au diplôme. Qu'est-ce que vous répondez? Non, j'ai déjà répondu à cette mais pour les téléspectateurs de Leral TV. Oui, j'ai déjà répondu, même sur Leral, j'ai fait une contribution sur ça. Mais bon, très franchement, est-ce que vous pensez que le président Idrissa Seck va être recruté dans un cabinet de consultance international sans aucun diplôme? Vous pensez que sous le régime socialiste, il va être nommé ministre sans qu'il ait un diplôme?
Non, il y a des gens qui sont intelligents, qui n'ont pas certains diplômes, mais qui dépassent. Non, mais il y a des questions formelles. Oui, mais il y a des nominations et des recrutements qui se font sur la base de diplômes. On ne peut pas recruter n'importe qui dans un cabinet international. Je pense que quand même, ça c'est clair. Mais au-delà de tout, vraiment, ce n'est pas un débat intéressant, très franchement. C'est qu'il fallait démontrer que ce que Idrissa a dit, c'est la vérité. Mais on ne peut pas faire un débat sur le diplôme. Parce que le diplôme, ce n'est qu'une présomption de connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on a de la compétence. Mais avec Idrissa Seck, on n'est plus dans la présomption. Sa compétence, ses connaissances, ses capacités, c'est un fait. Ce n'est plus à démontrer. Donc vraiment, c'est un débat dépassé. Vous pensez que qu'est-ce qui a animé une personnalité médiatique comme Tounkara à dire certaines choses? Mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est... Du point de vue de la population, c'est une personne crédible avec je ne sais pas. Écoutez, très franchement, peut-être lui il répondra à cette question, mais moi je suis chargé de com du parti Rewmi, responsable dans Rewmi et proche d'Idrissa Seck. Donc je ne peux pas admettre qu'on dise certaines choses sur sa personne, sur son image. Ça n'est trop. Je pense qu'on a trop laissé faire parfois. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on respecte les populations, qu'on laisse les populations choisir, mais qu'on n'essaie pas quand même de discréditer un homme politique respectable par des accusations fallacieuses. Absolument. Abdoulaye Wade présentait Idrissa Seck comme le jardinier de ses rêves. Après Abdoulaye Wade, tout le Sénégal pensait que c'est Idrissa Seck qui allait le remplacer. Mais du point de vue des urnes des élections, on note un certain essoufflement de Rewmi par rapport à ses premiers scores. Est-ce que votre parti ne s'est pas un peu essoufflé? Essoufflé? Non, j'ai vu que parfois on fait des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Un résultat n'a pas de sens s'il n'est pas analysé dans son contexte. Je vous donne l'exemple de 2012. On dit oui, Idrissa a dégringolé. Mais le résultat de 2012 est un résultat inédit. Ça entre même dans un cas peut-être même insolite. Parce que, imaginez, est-ce que vous avez vu dans l'histoire du Sénégal, un candidat à la présidentielle rester dans un lieu et recueillir 210 000 voix sans aller vers les populations? Idrissa Seck, en 2012, a fait toute la campagne électorale à la place de l'indépendance, où le nombre d'électeurs au kilomètre carré est presque nul. Et pourtant, des Sénégalais sont allés aux urnes pour voter pour lui, alors qu'il n'est même pas venu dans leur localité. Vous vous rendez compte? Donc, il ne faut pas comparer les choses, ce n'est pas comparable. Quelqu'un qui fait une campagne électorale, qui va aller dans un village, qui se rend compte que le village n'a pas d'électricité, et qui leur dit, quand je serai élu, vous aurez de l'électricité, ce qui les motive davantage. Celui-là n'est pas comparable à quelqu'un qui n'est même pas venu aux alentours de ce village-là, qui a été à la place de l'indépendance. Donc nous avons eu un score honorable en 2012, à la limite même inédit. Et c'est ça qui s'est passé. Donc je pense que ceux qui disent qu'il y a des dégringolades et tout ça n'ont pas fait la bonne analyse. Aujourd'hui, nous travaillons tous les jours pour convaincre les populations, pour faire en sorte que les populations puissent être au courant de notre programme de société, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc vous pensez qu'avec le recul, si Idrissa Seck avait fait une campagne électorale complète, il aurait pu arriver numéro 2? Ça aurait été différent, c'est clair, ça aurait été différent. Je vous dis, en politique, une population qui vote pour vous, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une attente. Quelqu'un que vous trouvez dans votre village, dans un village, et que vous promettez de réparer le forage, il a intérêt à voter pour vous. Mais quelqu'un qui ne vous voit pas, n'a pratiquement pas intérêt à voter pour vous. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ceux qui sont partis très tôt et qui ont malheureusement qui n'ont pas respecté leur signature, parce que le 2 février 2012, tous les leaders avaient signé un document pour dire qu'ils allaient rester ici pour mener les combats avec le M23, pour que le président Wade ne puisse pas faire son 3e mandat. Mais il y en a qui n'ont pas respecté leur signature et qui sont partis. Donc, peut-être ils ont eu la chance d'aller vers les populations. Les populations n'ont pas vu les autres leaders. Ils ont pensé que
ce sont ces candidats-là pour qui il fallait voter. Ben, ce qui s'est passé, on l'a vu, la suite, on l'a vu. Mais nous ne regrettons rien du tout. Parce qu'on nous dit souvent... Vous n'êtes pas des opportunistes politiques? Dans quel sens? Le fait que Macky Sall aurait pu rester à Dakar comme les autres leaders politiques, mais les gens qui ont signé aussi sont allés faire la campagne. Mais nous préférons honorer notre signature. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, on dit « Ah oui, vous n'avez pas fait campagne. » Oui, nous n'avons pas fait une campagne électorale, mais nous avons fait une campagne pour défendre les principes, pour défendre les valeurs, pour respecter notre signature. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Dans un pays, il faut que les valeurs soient en avant. Nous avons dit non, et nous avons dit non jusqu'au bout. Et ça nous a valu ce que cela nous a valu, mais nous ne regrettons absolument rien du tout. Si c'était à refaire en 2019, vous allez faire la même À chaque chose? fois que nous apposerons notre signature sur un papier, nous respecterons notre signature. Absolument. Le Fonds Manko Wattu Sénégal dénonce et il dit que le fait que Macky Sall désigne le 30 juillet, je pense, pour la date des législatives, a été quand même une décision assez cavalière. Est-ce que unilatérale? Est-ce que vous C'est une décision effectivement unilatérale. Vous savez, il y a eu une rencontre entre l'opposition Manko Wattu Sénégal et le président de la République. Au sortir de cette rencontre, les services de la présidence ont sorti un communiqué pour dire qu'il y a eu des points d'accord, notamment la date des élections législatives prévues le 2 juillet 2017. Oui, mais ça, de toute façon, je peux même vous dire que le jour-là, l'opposition avait évoqué cela. Donc, malgré tout, on s'était tombé d'accord sur ça, le 2 juillet. Alors, si le président de la République a comme volonté de reculer les élections, mais il aurait pu en discuter avec l'opposition, il aurait pu attendre qu'il y ait un consensus sur ce point-là. Finalement, ça sert à quoi de dire qu'on a eu un consensus? Ça sert à quoi de déclarer que nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord sur un point? Si on tombe d'accord sur un point et que le lendemain, le président de la République a la latitude d'une manière unilatérale de prendre une décision, ben, ça pose problème. Donc, bien entendu, c'est une décision unilatérale, à la limite irrespectueuse, parce qu'on ne peut pas enclencher un processus de dialogue avec l'opposition et décider. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec les députés de la diaspora, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Malheureusement, le président de la République ne semble pas vouloir mettre le dialogue au devant de ses préoccupations. Est actuellement biaisé avec le pouvoir. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a un défaut de volonté. On a même l'impression que le fait de recourir à l'opposition, c'est une manière un peu de faire son image, de se montrer en démocrate, d'homme de dialogue, etc. Mais à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas une volonté réelle. La preuve, il prend la latitude de changer les choses à sa guise. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Absolument. Quelle analyse faites-vous du processus électoral, le comité de veille, la refonte du fichier? L'opposition continue à récuser quand même Abdoulaye Daouda Diallo comme l'organisateur des élections. Que pensez-vous de ces faits politiques? Oui, écoutez, pour ce qui est de Abdoulaye Daouda Diallo, que l'opposition recuse, mais ça c'est une question de principe. Ça n'a rien à voir avec la personne d'Abdoulaye Daouda Diallo qui a été choisi par le président de la République. Le président de la République a la légitimité de choisir ses collaborateurs comme il l'entend. Ça ne se pose pas à ce niveau-là. Mais du point de vue des principes, nous avions tous combattu le fait que les élections soient organisées par un partisan du pouvoir. Je ne sais pas si ça sera possible de l'insérer dans votre émission, mais je vous donnerai une audio où le président de la République non seulement recuse Ousmane Ngom, mais recuse même Cheikh Gueye, qui était désigné pour organiser les élections. Il n'en voulait pas, il voulait une personnalité complètement neutre. Donc les mêmes arguments que le président de la République avait développés, mais on peut lui opposer ces mêmes arguments-là. On n'a même pas besoin de développer. On lui dit, Monsieur le Président, voilà ce que vous aviez dit, respectez votre parole.
Et la refonte du fichier, le truc fonctionnel par rapport au fichier électoral. Pardon? Je dis par rapport à la refonte du fichier, ce qui est fonctionnel par rapport aux élections, pas à part Abdoulaye Daouda Diallo, mais il y a la refonte du fichier, les cartes biométriques et d'autres trucs à faire. Oui, non, mais sur ça, il y a beaucoup de soucis, surtout au niveau de la diaspora. On nous a signalé qu'en Italie, par exemple, il y a le nombre de commissions est très insuffisant. Et que beaucoup de Sénégalais risquent de ne pas s'inscrire. Nous pensons quand même qu'il faut davantage multiplier les commissions pour que les Sénégalais s'inscrivent. Mais il y avait un comité de suivi qui devait être mis sur pied. À notre grande surprise, on nous présente des partisans, des gens qui ont leur parti politique, qu'on nous présente comme étant des indépendants. Mais nous sommes au Sénégal, nous savons qui sont les indépendants au Sénégal. Donc voilà autant de choses qui nous réconfortent dans notre position de croire tout simplement qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller vers un processus transparent. Et ça, c'est très dommage. C'est un recul démocratique inacceptable. N'oublions pas que depuis 1992, le code consensuel avec le président Abdou Diouf, le président Macky Sall avait dit qu'il ferait jamais moins que ses prédécesseurs. Mais c'est le cas, malheureusement. Nous reculons de plusieurs années sur une question liée à l'élection. Nous pensons très franchement qu'il y a des acquis, il ne faut pas revenir sur ça. Définitivement, que l'on mette en place un processus transparent, clair, que le meilleur gagne. Maintenant, l'argument, c'est d'aller vers les populations, de faire un bilan et voilà, d'avoir confiance au vote des populations et ne pas vouloir gagner avant l'heure. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. L'opposition ne l'acceptera pas. Récemment, Maître Abdoulaye Wade avait évoqué une liste unique pour l'opposition, pour les législatives, afin d'imposer vraiment une cohabitation assez sérieuse au parti au pouvoir. Est-ce que Réumi va aller en coalition? Où en est Réumi actuellement par rapport aux législatives? Non, vous savez, la liste unique, c'est une volonté commune. Hein. Nous l'avons tous exprimée d'une manière très claire. Nous pensons qu'effectivement, que face au pouvoir, il serait mieux que les partis se regroupent dans une liste pour proposer un programme alternatif et apporter les vraies ruptures. Parce qu'il faut le dire que les ruptures n'ont pas été au rendez-vous à l'Assemblée nationale. Il faudra une nouvelle majorité pour apporter ces ruptures-là. Donc cette liste unique, nous sommes pour cette liste unique. Il y a des discussions dans ce sens. Actuellement, qui sont en train d'être faites. Oui, bien entendu, il y a des discussions pour les législatives et espérons que ça aboutira en tout cas à une liste qui comprendra les grands partis, les grandes personnalités de l'opposition qui pourra faire face au président Macky Sall et à sa coalition. Absolument. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale sénégalaise. Quelle analyse faites-vous de la 12e législature sous Moustapha Niasse? Est-ce qu'il y a eu un progrès par rapport au débat, au vote des lois en tant que député? Quelle analyse vous en faites? D'abord, je n'ai pas de critères comparatifs. Je n'étais pas député dans l'ancienne législature. Mais ce que je peux dire très clairement, c'est que les ruptures n'ont pas été au rendez-vous. Je pense que quand nous faisions la campagne électorale pour les élections législatives, le mot fétiche était le mot rupture. Tout le monde voulait une rupture. Nous avons demandé les suffrages des populations pour apporter des ruptures. Nous ne pensons pas qu'il y ait eu des ruptures. Il n'y en a pas eu, malheureusement. Nous avons eu une mainmise de l'exécutif, une mainmise totale de l'exécutif dans le Parlement, et aussi malheureusement une majorité qui a tout fait, qui a affiché une volonté claire de massacrer l'opposition, de ne pas créer le débat au sein de l'Assemblée nationale, de ne pas créer l'interaction. On va jusqu'à organiser des votes sans débat.
puis voilà, c'est la majorité qui l'impose. On nous demande maintenant si les ministres viennent, vous posez votre question, vous n'avez pas le droit de répliquer. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'interaction. On voulait profiter de la venue du Premier ministre pour qu'il y ait un dialogue au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas le cas. Des questions qui sont envoyées à l'avance. Le Premier ministre et son gouvernement qui viennent faire leur propagande politique et faire des autres députés un décor. Vraiment des procédés inacceptables dans une démocratie. Nous pensions qu'il y aurait une séparation des pouvoirs. Nous pensions qu'il y aurait un contrôle effectif de l'exécutif, des commissions d'enquête parlementaire pour parler de certaines, pour voir, mettre au clair certains dossiers, des questions écrites, questions orales, questions d'actualité qui vont être traitées, qu'on fasse convenablement ce travail, qu'on fasse appel à des autorités impliquées dans des dossiers nébuleux, qu'on les appelle à l'Assemblée nationale. Nous avons tenté avec un directeur de la place pour le faire venir à l'Assemblée nationale. La majorité dit niet, il ne viendra pas. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, et on ne peut pas, je vois certains apéristes désigner du doigt, commencer à désigner du doigt Moustapha Niasse. Non mais attendez, quand même, même s'il a une part de responsabilité dans ça, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui impulse, qui prend les décisions. Cette majorité est présidée et gérée par le président Macky Sall lui-même. Donc il faut le dire très clairement, c'est l'échec du président Macky Sall à l'hémicycle parce qu'il a véritablement managé cette majorité et cette majorité malheureusement nous a inscrits dans une logique de recul démocratique inacceptable. Absolument. On a aussi noté une certaine indiscipline de certains députés. On a vu des échanges aigres-doux entre Moustapha Cissé Lo et Aïda Mbodj. Est-ce que ça n'a pas aussi décrédibilisé la fonction de député? Non, les échanges, ce n'est pas ça qui décrédibilise la fonction de député. Il faut aussi savoir raison garder. Dans une assemblée nationale, c'est normal qu'il y ait des échanges. Ça, ce n'est pas le plus important. D'ailleurs, si on n'a que des échanges, on n'aurait pas dit non. Parce que au moins, chacun va parler avec son tempérament, sa manière de parler, bon, chacun avec son style. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand on a quelque chose à dire et qu'on n'ait pas l'opportunité de la dire. Quand on nous ferme la bouche, quand on crée des processus qui ne permettent pas aux députés de s'exprimer. C'est ça qui est grave. C'est comme je le dis, parfois sur une question importante, on dit oui, c'est sans débat. Et personne ne débat de ça. Et on vote directement. Qui vote, c'est la majorité. Ou quand le ministre est là et que le ministre donne de mauvaises réponses, on a besoin de parler au ministre, de lui dire non, monsieur le ministre, nous sommes désolés, mais ce que vous dites n'a rien à voir avec la réalité. Voilà ce que les populations ont dit, voilà ce qu'on a vu sur le terrain. Si on nous ferme la porte, on nous dit non, il n'y a pas possibilité de deuxième tour, vous n'avez pas la possibilité de répliquer au ministre, vous n'avez pas la possibilité de parler au ministre. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler à aller vers une rupture. Maintenant, on n'a jamais dit qu'il fallait que la majorité se mette contre le président de Macky Sall. Il y en a beaucoup qui disent oui, nous n'allons pas. On n'a pas dit ça. Mais dans la Constitution, on dit du président de la République, on dit de l'Assemblée nationale, on dit du Parlement. Donc, aussi bien le président de la République, l'exécutif, tout ça, ils ont leurs prérogatives. Aussi bien les députés aussi ont leurs prérogatives. Donc, au moins qu'on fasse le travail, le boulot de député, dans l'action de contrôle, le vote des lois, qu'il y ait aussi l'initiative parlementaire, qu'on ne se limite pas seulement au projet de loi, qu'on fasse des propositions de loi, que ça soit discuté au sein de l'hémicycle, qu'il y ait un débat civilisé, que les gens donnent leurs propositions. C'est ça qui va faire marcher les choses. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire de l'Assemblée nationale un bureau de l'exécutif. Le président, il fait entrer ses lois comme il l'entend. Chambre d'enregistrement. Chambre d'enregistrement, parfois même le plus souvent en procédure d'urgence, surtout quand c'est important. Quand c'est important, on nous dit que c'est la procédure d'urgence. Le code des impôts, plus de 700 articles, on l'intègre en procédure d'urgence, alors qu'on devait discuter de chaque article.
Voilà. Parfois, on vote des lois dans la précipitation. On nous dit non, la loi, on va ramener la loi parce que finalement, nous avons eu un accord, etc. Donc, on revient, on ramène la loi pour qu'on vote de nouveau. Non, ce n'est pas respecter le Parlement et c'est dommage. Absolument. Vous ne craignez pas que cette majorité mécanique soit exacerbée par le vote des députés de la diaspora? Est-ce que c'est pas un subterfuge politique? Non, les députés de la diaspora, écoutez, nous l'avons dit, c'est normal que des Sénégalais, où qu'ils se trouvent, soient représentés au niveau de l'hémicycle. Sur le principe, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on a voulu politiser cette affaire. C'est ça qui est apparent, c'est ça qui est clair. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on en soit à cette situation-là. J'ai toujours dit que la meilleure manière de régler le problème des Sénégalais de la diaspora, c'est de régler les problèmes du Sénégal. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur, mais ils sont là-bas parce que voilà, ils veulent rendre service à leur famille au Sénégal. Ils font tout pour que leur famille ne manque de rien. Si vous donnez à leur maman la possibilité de se soigner, mais vous l'aidez. Si vous construisez dans son village un hôpital, vous l'aidez. Si vous parvenez à faire en sorte que son jeune frère qui est à la maison trouve du travail, mais vous l'aidez. Mais vous ne faites rien de ça. Ensuite, vous faites le tour de la diaspora, vous connaissez tous les problèmes, vous ne faites rien pour régler les choses, et vous venez nous parler des députés de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Quand ils commenceront le travail, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils ne pourront que mettre sur la table les réclamations, comme nous le faisons déjà, comme tout le monde le fait, comme ils le savent déjà. Ils connaissent les réclamations, ils connaissent les préoccupations. Donc, c'est une question de volonté politique. Quelle que soit la présence du député, sa sincérité, sa volonté, la décision finale appartient à l'exécutif. Si l'exécutif manque de volonté politique, il n'y aura rien du tout. Et ce que je peux vous dire très clairement, c'est que cet exécutif-là est dans la politique politicienne. C'est ça le problème. Parce que si on veut régler les problèmes de la diaspora, on sait comment les régler. Mais on n'en fait rien du tout. C'est du populisme. C'est du populisme. Écoutez, vous pensez que les Sénégalais de la diaspora ne l'ont pas compris? Attendez, ils l'ont bien compris. Je pense quand même qu'il faut être sérieux. Il faut prendre les questions avec tout le sérieux qu'il faut. Parce que la diaspora, il faut régler les problèmes de la diaspora. Il faut des problèmes divers. C'est une diversité, hein, parce que chaque pays avec ses problèmes. C'est ça qu'il faut dire. C'est pourquoi d'ailleurs les modalités pratiques, j'aimerais bien qu'on me les explique. Il y a des départements au niveau de la diaspora. Maintenant, si quelqu'un est le député d'un département qui fait 6 pays, 7 pays ou 5 pays, comment il va faire pour faire son travail? Comment il va se déplacer dans ces pays-là? Comment il va faire? Ça va poser problème. Non, ils ne l'expliqueront jamais. Ils ne diront pas concrètement comment ça doit se faire. Est-ce que quand ils introduisent leur procédure d'urgence, est-ce que le député va prendre un vol et venir voter et rentrer? Ou le député va rester là-bas? Ou est-ce qu'il va résider ici en étant comme un député du Sénégal? Il y a autant de questions intéressantes, précises, dont on n'a pas de réponse. Il n'y a aucune réponse sur ces questions-là. Bon, maintenant, c'est clair, on l'a dit, sur le principe, aucun problème. Il faut que la diaspora soit représentée. Mais du point de vue de la résolution des problèmes de la diaspora, il y a un défaut de volonté politique qui a été d'ailleurs clairement affiché par le président de la République et son équipe. Absolument. Le Sénégal actuellement est assailli par des convulsions judiciaires. Je veux parler de l'affaire Barthélémy Diaz, je veux parler de l'affaire Bamba Fall. Et certains crient à une certaine instrumentalisation de la justice. Est-ce que vous partagez cet avis ou bien... Vous savez, nous étions d'ailleurs au procès de Barthélémy Diaz. Effectivement, il y a cette crainte, disons, d'instrumentalisation ou de politisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà voilà une affaire qui s'est passée en 2011. On a attendu 2016, fin 2016, pour enrôler l'affaire et parler de jugement. Entre-temps, il s'est juste passé une chose, c'est que Barthélémy Diaz, qui était dans le cadre de la majorité,
a décidé de prendre sa liberté, de se rebeller, d'avoir une position politique différente de la position de la majorité, et puis hop, on nous parle de procès, on nous parle d'autre chose. C'est une coïncidence quand même, disons, troublante. Il y a cette crainte, bien entendu. Maintenant, nous sommes partis le soutenir, comme ça a été le cas en 2011, parce que nous connaissions ce contexte-là. Moi-même qui vous parle, j'ai été emprisonné. Juste après les tirs, ce qui s'est passé, quelques minutes après, je suis venu. Parce qu'on était en réunion à la RADDHO et on nous a annoncé que la mairie de Barthélémy Diaz était attaquée. Donc, nous étions venus pour le défendre. Tout pouvait arriver. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte. Okay? Maintenant, c'est dommage qu'on en arrive à cette situation-là. Mais de toutes les façons, nous avons assisté au procès. Nous espérons que le droit sera dit. Vous pensez qu'il y a une instrumentalisation? On a vu Macky Sall, il avait dénoncé à l'époque, il avait même soutenu Barthélémy Diaz. Oui. Il serait logique que l'exécutif, sans la séparation des pouvoirs, puisse enclencher une instrumentalisation de la justice par rapport à Barthélémy Diaz. Est-ce qu'il n'a pas des choses à se reprocher aussi sur le plan de la justice? Non, mais ce que je dis très clairement et qu'on ne cesse de répéter, c'est que c'est la même question, c'est la même affaire. Ce sont les mêmes acteurs. Ça s'est passé en 2011, nous l'avons soutenu en 2011, en 2017, nous le soutenons. C'est la même affaire, rien n'a changé. Donc le président de la République, ce qu'il avait dit en 2011, il peut le répéter en 2017, parce que rien n'a changé entre-temps. S'il ne le répète pas ou qu'il ait une autre position, ben, c'est parce que tout simplement, il est dans l'adversité politique. Absolument. Et l'affaire Barbafal? Oui, également. Bon, sauf que quand il s'agit d'une question interne à un parti politique, je préfère pas trop m'épancher. Voilà, mais c'est dommage qu'on en arrive à cette situation-là. Absolument. Un clin d'œil au cancer, c'est une maladie vraiment douloureuse. Il y a eu des problèmes avec la machine de la radiothérapie, je pense, d'un hôpital de la place. Ça ne vous choque pas? C'est un scandale. C'est un scandale. Et quand le président de la République, après cela, en Conseil des ministres, essaie de diligenter ses services pour qu'on trouve... Non mais franchement, l'heure n'est plus au discours. Il faut aller trouver une radiothérapie et la mettre à disposition des hôpitaux. Et même d'autres radiothérapies. Je pense que quand même cela dénote un peu un défaut de hiérarchisation des priorités dans notre pays. Le plateau médical est très faible dans notre pays. On va même parler du scanner de l'hôpital de Matlaboul Fawzeyni qui est souvent en panne. Voilà, il y a des localités où on n'a pas la possibilité de se soigner. Le personnel médical fait défaut. Qu'est-ce que l'État fait? Au lieu de s'occuper de ces populations-là, de leur santé, de leur assurer une sécurité sanitaire, on préfère aller vers des dépenses de prestige. On préfère montrer qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire de bonnes choses. Mais comment on peut faire de bonnes choses en ignorant totalement la santé des populations? Comment est-ce qu'une chose aussi élémentaire qui doit être prise en charge peut être ignorée à ce point jusqu'à ce qu'on soit à une situation où nos malades sont envoyés au Mali, en Mauritanie pour être soignés? C'est quand même terrible, c'est scandaleux ça. Est-ce que ça ne décrédibilise pas quelque part l'État sénégalais, vous qui aspirez à gouverner? C'est quand même choquant. Mais c'est par rapport à la prévision, les fonds politiques et les autres dépenses, il y a eu récemment le terre. Mais le président de la République a à sa disposition 8 milliards. 8 milliards de francs. 8 milliards de francs, sans explication, sans comptabilité, sans rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, je pense que quand même, à la limite, moi je dis, il n'y a pas seulement un défaut de volonté politique, il y a un défaut de patriotisme. C'est ça en fait. Parce que on ne s'occupe pas des populations, on ne s'occupe pas de la postérité, on s'occupe de son mandat. On veut encore être là, profiter encore du pouvoir.
être dans des combines politiques. Mais on ne pense pas aux populations. Alors que ces populations souffrent tous les jours. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Il y a des Sénégalais qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des Sénégalais qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Au lieu d'être dans des dépenses de prestige, dans des déclarations euphoriques, de propagande, il faut régler ces questions-là. C'est le plus important. Absolument. Justement, par rapport à cette question, certains analystes fustigent l'endettement du Sénégal. Est-ce que c'est votre avis aussi, le fait que le Sénégal est en train de s'endetter de façon exponentielle et que les générations futures pourraient quand même en pâtir? Vous savez, l'endettement peut être une bonne chose. Et quand un pays s'endette, c'est pour investir dans des activités qui peuvent lui permettre d'avoir un capital. Mais le problème avec le Sénégal, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore atteint le seuil de l'UEMOA, qui est de 70% du PIB. Nous sommes à plus de 60% du PIB déjà. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on fait un mauvais endettement. Le problème, c'est que la Banque mondiale a parlé de 40%. 40%, plus de 40% de nos investissements ne nous permettent pas d'avoir un capital. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans des dépenses de prestige. Mais comment vous voulez vous endetter? Vous n'investissez pas dans des domaines porteurs et puis vous ne créez pas de richesse. Mais comment vous pouvez vous développer? Vous ne pouvez pas vous développer. Comment vous pouvez vous développer si votre secteur privé n'est pas soutenu quand la dette intérieure est énorme et que ça asphyxie énormément d'entreprises privées, nationales, et ça tue par ricochet l'initiative privée? Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont regretté d'avoir mis leurs billes dans le secteur privé parce qu'ils n'arrivent pas à être payés par l'État. Comment on peut se développer si on a une économie extravertie? On préfère faire venir des partenaires parce que les étrangers, ce ne sont pas des ennemis, c'est des partenaires. Mais on préfère les privilégier par rapport à des Sénégalais. Il n'y a pas de préférence nationale, ce qui est le cas dans tous les pays. Un patronat assez fort qui peut rivaliser avec... Mais le patronat est combattu. Pour être fort, il faut être soutenu. Je vous donne le cas de l'artisanat. Vous pensez que 15% c'est suffisant? 15%? Mais si nos artisans sont soutenus, mais ils sont capables de faire les meubles, de faire tout ce qu'il faut, on n'aura pas besoin d'importer du mobilier national. Maintenant, si on dit qu'ils ne sont pas forts, mais parce qu'ils ne sont pas soutenus, si vous leur donnez des marchés, qu'ils parviennent tout simplement à avoir des marges, à acheter de nouvelles machines, à se renforcer, mais ils seront performants, mais on ne les aide pas. C'est ça le problème. Comment on peut se développer en allant signer les APE et faire le tour de l'Afrique pour demander aux gens de signer les APE, alors que les APE, mais c'est une catastrophe pour l'Afrique, c'est une catastrophe pour le Sénégal. Et le train on n'a pas, comment on peut se développer sans industrie? Absolument. On n'a pas d'industrie forte. Voilà là où se trouve leur émergence. Ils nous parlent d'émergence. Voilà le mot qui est utilisé d'une manière vraiment triste. Comment on peut parler d'émergence dans un pays comme le Sénégal? Il n'y a même pas un effort pour aller vers l'émergence. Il n'y a même pas une bonne vision pour aller vers l'émergence. Ce qu'ils ont écrit dans le PSE et ce qui se fait concrètement sur le terrain, c'est diamétralement opposé. Monsieur Bokoum, une question peut-être, je ne sais pas si vous jouez au football, si vous adorez le foot, oui. Par rapport à l'élimination, pour clôturer, à l'élimination des Lions du Sénégal en quart de finale. Vous avez suivi la CAN? Oui, bien sûr. J'ai suivi, j'ai supporté, j'ai joué aux spécialistes, aux coachs et tout, comme le font les Sénégalais. J'ai été déçu aussi, parce que nous aimerions avoir cette coupe. Mais quoi qu'on dise, c'est ça aussi la loi du sport. Nous avons été battus
par une équipe camerounaise voilà, qui continue son bonhomme de chemin. Nos lions se sont battus, quoi qu'on puisse dire, à tous les niveaux. D'ailleurs, je me dis toujours que les joueurs ont plus intérêt à gagner la coupe parce qu'il y va de leur carrière, de pas mal de choses, leur prime de match et tout. Donc, ils n'ont pas intérêt à ne pas bien jouer. Ils se sont donnés à fond. On n'a pas eu de chance cette fois-ci et c'est dommage. Espérons que la prochaine fois sera la bonne. Absolument, c'était la digression. C'est des réponses politiques, mais ça, c'est une réponse sportive. Leral TV a été vraiment très heureux de vous accueillir sur ce plateau. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, ça a été un plaisir également. Merci beaucoup. Merci.